Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans ce tutoriel, tu vas découvrir tout ce dont tu as besoin pour acquérir les bases de la programmation en langage Python. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir tes connaissances, ce tutoriel est fait pour toi. Tu vas explorer les bases de la programmation en langage Python, ce qui te permettra d'aborder par la suite les concepts plus avancés de ce langage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, frappe le bouton like et abonne-toi en activant les notifications. Ça m'encourage à continuer à poster du contenu de qualité et ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer ma vidéo à des personnes intéressées par la programmation Python. Python est un langage de programmation très populaire, polyvalent, utilisé dans de nombreuses applications et sites web célèbres comme YouTube, Instagram, Dropbox, Google, Facebook et bien d'autres. Il a été conçu par Guido van Rossum en 1991. Il est très apprécié sur le marché de l'emploi en France et les développeurs Python sont des profils recherchés. Un développeur Python junior peut toucher entre 38 et 45K en début de carrière selon les régions. Voici quelques caractéristiques importantes de Python. Premièrement, la lisibilité du code. Donc Python est réputé pour sa syntaxe claire et lisible, ce qui en fait un langage très accessible, même pour les débutants. Le code Python est souvent décrit comme étant proche du langage naturel, ce qui facilite la compréhension et la maintenance du code. Sa polyvalence, Python est un langage généraliste qui peut être utilisé pour une grande variété de tâches de programmation, allant du développement web à la science des données, en passant par l'automatisation des tâches système. Interprété, Python est un langage interprété, ce qui signifie que le code est exécuté ligne par ligne par un interpréteur Python, plutôt que d'être compilé en code machine avant l'exécution. Cela facilite le développement et le débogage car les erreurs sont généralement détectées dès que le code est exécuté. Les bibliothèques incluses, Python propose une bibliothèque standard riche qui contient de nombreux modules et fonctions intégrés pour effectuer diverses tâches sans avoir besoin de modules externes. Les deux dernières caractéristiques importantes de Python, la première, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire que Python est un logiciel libre, ce qui signifie que son code source est ouvert et accessible à tous. Cela a contribué à la croissance de sa communauté et à l'émergence d'une multitude de bibliothèques tierces pour des besoins spécifiques. Une communauté active. La communauté Python est très active et engagée, ce qui se traduit par de nombreuses ressources tutoriels, forums de discussion et modules supplémentaires disponibles pour les développeurs. Nous avons fini avec la présentation de Python, maintenant on va passer à l'installation de l'environnement de développement. Pour télécharger Python sur ton PC, tu vas suivre plusieurs étapes très simples. Premièrement, tu vas taper Python dans ta barre de recherche Google, puis tu vas cliquer sur le premier lien Welcome to Python.org. Sur la page principale de Python, tu vas cliquer sur Download en choisissant ton système d'exploitation. Pour ma part, je suis sur Windows, puis tu vas cliquer sur la dernière version de Python. Le téléchargement du fichier d'installation se lance. Tu vas retrouver le fichier .exe dans ton dossier Downloads, c'est-à-dire téléchargement. Tu cliques dessus pour lancer l'installation. Sélectionne d'abord Add Python.exe to Path et ensuite clique sur Install Now. L'installation de Python sur ta machine se lance. Le message de succès apparaît et tu n'as plus qu'à cliquer sur Close. Ensuite, tu vas vérifier que Python est bien installé sur ta machine. Pour cela, tu vas lancer l'invite command ou terminal. Dans l'invite command, tu vas taper PY. Python se lance et tu as même indiqué la version de Python qui est exécutée sur ton PC. Cela veut dire que tout fonctionne. Maintenant, tu vas écrire tes premières lignes de code en Python afin d'afficher le message Hello World. Tu vas taper print entre parenthèses guillemets simple hello espace world point d'exclamation guillemets simple. Tu fermes la parenthèse et tu cliques sur entrée. Le message Hello World apparaît. Je te félicite, tu as installé Python sur ton ordinateur et tu as affiché ton premier code en Python. PyCharm est spécialement conçu pour le développement Python. Il fournit des fonctionnalités spécialisées avancées pour Python telles que le support de frameworks comme Django, Flask, etc., l'environnement virtuel et les tests unitaires. L'interface utilisateur de PyCharm est optimisée pour le développement Python avec des raccourcis, des modèles de projet et des fonctionnalités spécifiques préconfigurées.
Pour installer PyCharm, rendez-vous sur ton navigateur internet préféré et dans la barre de recherche, tape PyCharm. Clique sur le premier lien du site JetBrains, The Python IDE. Sur la page principale, tu vas scroller vers le bas et cliquer sur Download sur la version Free Community. La page de téléchargement s'ouvre et tu vas encore une fois scroller vers le bas pour télécharger PyCharm Community Edition. Le téléchargement se lance pour être enregistré dans ton dossier téléchargement ou download si tu as ton ordinateur en anglais. Ensuite, tu vas cliquer sur l'exécutable. Étant sur Windows, j'ai donc un message d'avertissement qui apparaît. Je clique sur Yes et l'installation de PyCharm Community Edition commence. Tu cliques sur Next. Tu as la possibilité de choisir le dossier de destination pour enregistrer PyCharm. Je te conseille de laisser la proposition par défaut. Tu cliques sur Next. Dans Create Desktop Shortcut, on va cliquer sur PyCharm Community Edition pour pouvoir avoir un raccourci sur notre bureau. Tu vas également cocher la case Add bin folder to the path. C'est une option qui permet d'accéder plus facilement à tous les exécutables et les scripts qui se trouvent dans ce dossier. Et c'est très utile pour automatiser et simplifier l'exécution des outils de développement, des scripts de construction, des tests et les tests unitaires par exemple, directement dans PyCharm. Ensuite, dans Update Context Menu, tu vas cocher la case Add Open Folder as Project. Cela permettra à PyCharm d'ouvrir un dossier contenant du code Python comme un nouveau projet. Et enfin, la dernière case, le .py, le .py, dans Create Associations, ça va vous permettre d'ouvrir les fichiers avec l'extension .py directement dans PyCharm. Mais attention, ça veut dire que PyCharm sera votre IDE par défaut. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'un seul IDE pour développer en Python. Ensuite, tu cliques sur Next. Dans Choose Start Menu Folder, tu vas tout laisser par défaut et cliquer sur Install. L'installation démarre et pour terminer l'installation, il faudra donc redémarrer l'ordinateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je t'invite à cliquer sur Reboot Now et cliquer sur Finish. Commençons par les bases. Pour commencer à écrire du code en Python, nous allons voir comment afficher un message simple à l'écran. Pour coder en Python, tu as deux possibilités. La console Python que tu vas trouver dans l'invite commande ou ton terminal. Et la deuxième possibilité, c'est l'IDE PyCharm qu'on va voir juste après. Lorsque tu vas exécuter ton code dans l'IDE PyCharm, le résultat de cette exécution sera dans la console de ton IDE. Ouvre ton éditeur de code préféré et crée ton premier programme en cliquant sur l'icône de PyCharm. Si tu as déjà un IDE installé sur ton ordinateur, tel que IntelliJ IDEA ou Visual Studio Code, tu peux importer tes paramètres dans PyCharm. Dans mon cas, j'ai déjà IntelliJ IDEA, donc je vais cliquer sur IntelliJ IDEA. Je laisse tous les choix par défaut et je clique sur Import Settings. L'import débute, cela va te permettre d'importer tous tes réglages depuis IntelliJ IDEA vers PyCharm. La page d'accueil de PyCharm s'ouvre et comme tu peux le voir, j'ai retrouvé tous mes réglages d'IntelliJ IDEA, comme par exemple le thème sombre. Donc le thème sombre dans IntelliJ IDEA c'est Dracula et c'est exactement le même dans PyCharm. Ensuite, tu vas créer un nouveau projet en cliquant sur New Project. Dans Name, tu vas donner un nom à ton projet. Moi, je vais l'appeler Python de A à Z, comme le nom de ma vidéo. Dans Location, sur la ligne suivante, on va laisser le dossier qui est proposé par défaut, c'est-à-dire PyCharm Projects. Ensuite, pour ma part, je vais cliquer sur Create Git Repository. Pourquoi? Parce qu'en fait, je souhaite partager mon code avec ma communauté, avec tout le monde. Et je vais lier donc ce projet à Git. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Si tu n'as pas Git et que tu ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas la peine de cliquer dessus. Tu laisses la case vide. Dans Interpreter Type, je vais laisser sur Project Virtual Environment, Project Venv, car c'est la configuration d'interpréteur qui est la plus simple à utiliser. C'est celle qu'on utilise par défaut. Et dans Python version, je vais laisser la proposition par défaut et cliquer sur Create. Le projet a bien été créé. Et maintenant, tu vas y ajouter un fichier avec l'extension .py si tu préfères. Pour ça, tu vas cliquer droit à la racine de ton projet. Tu vas aller dans New, Python File. Ce fichier doit avoir un nom et moi, je
vais l'appeler Hello World. Tu cliques sur Entrée et là, comme tu peux le voir, le fichier .py apparaît bien dans l'arborescence de notre projet. Et c'est à l'intérieur que tu vas écrire ton code Python. Pour une meilleure visibilité, je te conseille de te mettre en full screen. Pour cela, tu vas dans View, Appearance, Enter Full Screen. Avec un contrôle molette, tu vas pouvoir augmenter la taille de la police. Dans la première ligne, on va écrire un commentaire. Il commence par dièse et tu vois que directement ton IDE le colorie en gris pour te signifier qu'il ne sera pas lu par l'interpréteur. Il sera ignoré par l'interpréteur. On verra plus tard à quoi sert un commentaire. Ici, je vais écrire premier code en Python. Sur la deuxième ligne, je vais utiliser une fonction appelée print. Et comme tu peux le voir, dès que tu tapes, PyCharm te propose directement des possibilités. Tu peux cliquer sur Entrée puisque c'est la première proposition dont tu as besoin. À l'intérieur, ton message, qu'on appelle une chaîne de caractères, doit être entre guillemets double ou simple. Et tu vas taper le message Hello World. Sauvegarde ton code. Et ensuite, pour l'exécuter, tu utilises le raccourci Maj F10. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message Hello World dans ta console. De la même manière, tu peux utiliser CTRL molette pour augmenter la taille de la police de ta console. On ferme la console et tu peux, si tu le veux, modifier ton message. Par exemple, moi, je vais l'écrire en français et je vais écrire « Salut le monde ». Je sauvegarde mon code et je l'exécute en utilisant le raccourci Maj F10. C'est bien le message attendu, j'ai bien « Salut le monde » qui apparaît dans ma console. En Python, un commentaire commence par un caractère dièse et il sera ignoré par l'interpréteur Python. Un commentaire va te permettre de laisser une note, une information sur ton code. C'est très utile lorsqu'un programme contient des centaines ou des milliers de lignes. Ça permet aussi à d'autres développeurs qui travaillent sur le même projet de comprendre ton code. Tu vas taper dièse, ceci est un commentaire. Ensuite, tu vas écrire une autre ligne de code, par exemple print entre guillemets double hello world et ajouter un commentaire à la suite, dièse mon premier code. À la ligne, tu peux ajouter un autre commentaire, dièse autre commentaire. Ensuite, tu exécutes ton code en utilisant le raccourci Maj F10. On voit bien que les commentaires ont été ignorés car il n'y a pas de message d'erreur et c'est uniquement le message Hello World qui est affiché. Par contre, si le caractère dièse est à l'intérieur d'une chaîne de caractères, donc entre les guillemets doubles, alors il sera pris en compte par l'interpréteur comme étant une chaîne de caractères. Ajoute le caractère dièse dans ta chaîne de caractères. Exécute ton code, c'est bien le résultat attendu. On voit bien que le caractère dièse a été pris en compte par l'interpréteur Python. Python permet d'effectuer des calculs arithmétiques simples comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il suffit d'écrire les calculs et de cliquer sur Entrée pour que l'interpréteur Python agisse comme une calculatrice. Les nombres entiers sont de type int, integer. Les nombres décimaux sont de type float. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire, les nombres. Ensuite, tu vas créer une variable appelée nombre à laquelle tu vas assigner l'addition 4 plus 4 et rajouter un commentaire, ceci est une addition. Ensuite, tu vas créer une autre variable appelée nombre 1 à laquelle tu vas assigner le calcul, la multiplication 567 multiplié par 789. Tu as pu remarquer que le signe multiplié en Python, c'est le signe étoile. Sur la troisième ligne, tu vas créer une autre variable que tu vas appeler nombre 2 à laquelle tu vas assigner une multiplication avec des parenthèses. Le premier calcul étant une addition 78 plus 67 qui va être entre parenthèses que tu vas multiplier par 345. Sur la quatrième ligne, tu vas créer une variable appelée division et tu vas lui assigner le résultat d'une division dite classique, 67 divisé par 54. La règle en Python, c'est qu'une division classique est automatiquement un nombre décimal, c'est-à-dire un float. Tu peux remarquer aussi que le signe divisé en Python, c'est le signe slash. Sur la sixième ligne, tu vas créer une variable que tu vas appeler division entière et tu vas lui assigner le calcul d'une division entière, 67 divisé par 54, donc c'est le même calcul que celui du dessus, sauf qu'on va utiliser le signe de la division entière, donc c'est 2 slash. La règle ici en langage Python, c'est que le résultat de la division entière est un entier de type int. Sur la septième ligne, tu vas créer une variable que tu vas appeler modulo et tu vas lui assigner le résultat du calcul 20 modulo 3, c'est-à-dire le reste de la division entière de 20 divisé par 3. Ensuite, tu vas créer une variable que tu vas appeler puissance et tu vas lui assigner
assigner le résultat de 10 puissance 10. Sur la ligne suivante, tu vas créer une variable que tu vas appeler non utilisée et tu vas lui assigner une valeur que tu veux. Moi, je vais lui mettre 1 et je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi on l'a appelé non utilisée. Sur la ligne suivante, tu vas créer une variable que tu vas appeler décimale et tu vas lui assigner le résultat d'une multiplication mélangeant deux types de nombres, donc des floats et des entiers. Donc dans mon calcul, c'est 5 multiplié par 2,0 moins 10. La règle en Python, c'est que s'il y a des types différents dans un calcul, alors les entiers vont devenir décimaux. Sur la ligne suivante, tu vas créer une variable que tu vas appeler décimale 1 et tu vas lui assigner le même calcul que sur la ligne du dessus, sauf que tu vas utiliser des nombres du même type. Dans mon cas, je vais utiliser que des types entiers, integer. Maintenant, tu vas afficher le contenu de chaque variable, l'une après l'autre, dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la fonction print et entre parenthèses, tu vas mettre le nom de la variable dont tu veux afficher le contenu. Tu vas commencer par la variable nombre. En même temps, on va modifier le commentaire, afficher la variable nombre dans la console. Tu exécutes ton code. C'est bien le résultat attendu. On a bien 8, c'est-à-dire le résultat de 4 plus 4 qui apparaît dans la console. Tu vas faire la même chose pour les autres variables. Donc maintenant, on va afficher la variable nombre 1. On modifie le commentaire et tu peux exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu, c'est-à-dire le résultat de la multiplication de 567 multiplié par 789. On passe ensuite au contenu de la variable nombre 2. Cette fois-ci, c'est une multiplication avec des parenthèses. Tu exécutes ton code, c'est bien le résultat attendu, tu obtiens bien 50 025 dans ta console. Maintenant, tu vas afficher le contenu de la variable division. Pour rappel, c'est une division classique et ton résultat doit donc être un nombre décimal. Tu peux modifier ton commentaire et exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu, tu obtiens bien un float, donc un nombre décimal, pour la division classique de 67 par 54. Même démarche pour la variable division entière. Cette fois-ci, c'est une division entière, donc tu dois obtenir un nombre entier. Logiquement, tu dois obtenir 1. Tu modifies ton commentaire. Sache que tu n'es pas obligé de modifier ton commentaire, mais c'est juste pour t'entraîner à avoir cette bonne pratique de commenter ton code. On passe à la variable modulo. Tu modifies ton commentaire. Puis tu exécutes ton code. C'est bien le résultat attendu. On obtient 2, qui est bien le reste de la division entière de 20 par 3. On passe à la variable puissance qui stocke le résultat de 10 puissance 10. Même chose, tu peux modifier ton commentaire pour qu'il soit en cohérence avec ton code et ensuite tu peux l'exécuter. C'est bien le résultat attendu. On obtient bien le résultat de 10 puissance 10 dans notre console. Pour la variable non utilisée, je vais t'expliquer ce qu'est l'opérateur d'affectation qui est le signe égal. En fait, pour affecter une valeur à une variable, il faut utiliser l'opérateur égal. Je pense que tu as pu le comprendre. Ces variables, en fait, nous permettent de stocker des valeurs en mémoire. Et l'avantage de Python, c'est qu'il n'y a pas besoin de déclarer le type de la variable. En fait, il va être automatiquement détecté. Mais par contre, si tu n'affectes pas de valeur à une variable, tu vas obtenir un message d'erreur si tu essayes de l'utiliser. C'est ce que je vais essayer de te montrer. Donc, remplace puissance par la variable non utilisée dans ta fonction print et efface l'opérateur d'affectation égal et la valeur 1 à côté de la variable non utilisée. Tu peux également changer le message de ton commentaire pour qu'il soit en cohérence avec ton code. Tu peux maintenant l'exécuter. Et comme tu peux le constater, tu as un message d'erreur qui apparaît en rouge dans ta console, notamment name non utilisé is not defined, c'est-à-dire que tu n'as pas attribué une valeur à cette variable. Donc on va corriger cette erreur en attribuant une valeur à la variable non utilisée. Tu ajoutes donc l'opérateur d'affectation égal et tu lui assignes une valeur. Moi je vais mettre 1 par exemple. Tu peux rajouter un petit commentaire à côté de ton code. Moi je vais ajouter par exemple la valeur 1 est assignée à la variable non utilisée. Si tu exécutes ton code cette fois-ci, il n'y aura plus de message d'erreur. On passe à la variable décimale. Tu peux modifier ton commentaire et exécuter ton code. Comme tu le vois, j'utilise le menu, mais tu peux utiliser le raccourci Maj F10. C'est bien le résultat attendu. Les types de nombres sont différents, donc le résultat est un décimal. Même chose maintenant pour la variable décimale 1. Exactement la même démarche. On remplace décimale par décimale 1 dans la fonction print et on modifie le commentaire, puis on exécute le code. C'est bien le résultat attendu. Cette fois-ci, on a le même type de nombre dans le calcul, c'est-à-dire des entiers, donc notre résultat est un entier. Le langage Python nous permet de manipuler du texte, on appelle cela les chaînes de caractères ou string en anglais. Les chaînes de caractères sont entre guillemets simples ou doubles. Retour sur ton IDE PyCharm. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire, chaîne de caractères. Ensuite, tu vas créer une variable que tu vas appeler ma chaîne, dans laquelle tu vas stocker
une chaîne de caractères avec des guillemets simples. Tu peux écrire le message de ton choix. Moi, je vais écrire « Salut le monde ». Ensuite, tu vas créer une deuxième variable que tu vas appeler ma chaîne 2. Cette fois-ci, tu vas y stocker une chaîne de caractères avec des guillemets doubles. Encore une fois, tu peux y écrire le message de ton choix. Mais moi, je vais écrire « J'habite en France, près de la Tour Eiffel ». Et pour terminer, une troisième chaîne que tu vas appeler ma chaîne 3. Et tu vas y stocker le nombre de ton choix entre guillemets. Moi, je vais écrire 2024. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que un nombre entre guillemets pour Python est une chaîne de caractères. Ensuite, tu vas afficher les différentes chaînes de caractères dans ta console. Si tu le souhaites, tu peux ajouter un commentaire, affiche la chaîne dans la console. Et puis, tu vas utiliser la méthode print qui va te permettre d'afficher le résultat dans ta console. Tu peux commencer par afficher la chaîne de caractères stockée dans la variable ma chaîne en tapant le nom de la variable en paramètre de la fonction print, c'est-à-dire entre parenthèses. Et si tu fais bien attention, l'autocomplétion te propose dès le début ma chaîne 3, ma chaîne 2. Donc tu peux sélectionner ma chaîne. Il n'y a plus qu'à exécuter le code en utilisant le raccourci Maj F10 ou bien dans ton menu Run et run le nom de ton fichier Python. C'est bien le message attendu. On a bien la chaîne de caractères Salut le monde qui apparaît dans la console. Même chose pour la variable ma chaîne 2, on exécute le code et normalement tu as bien ton message qui apparaît dans la console. Moi dans mon cas, c'est bien le message j'habite en France près de la Tour Eiffel qui apparaît dans ma console. Tu peux remplacer le 2 par le 3 afin d'afficher le contenu de la variable ma chaîne 3. Dans mon cas, je devrais avoir 2024 qui apparaît dans ma console. Tu peux exécuter ton code. Et c'est bien le message attendu, j'ai bien la chaîne de caractères 2024 qui apparaît dans ma console. Pour inclure des guillemets dans une chaîne de caractères, il faut l'échapper, c'est-à-dire que tu vas ajouter le caractère d'échappement juste avant. Dans ta variable ma chaîne, tu vas écrire une chaîne de caractères sans caractère d'échappement. Et on va essayer de voir dans la console quel est le message que tu vas obtenir. Par exemple, tu peux écrire, entre guillemets simple, je m'appelle Billy. Donc tu as bien compris que la première et la dernière guillemets ne sont pas affichées dans la console, mais si tu souhaites afficher la guillemets de m'appelle, il faudra l'échapper avec le caractère d'échappement. Mais déjà, tu peux remarquer que l'IDE te souligne m'appelle Billy et que tout à droite de la ligne surlignée, tu as une petite barre rouge pour te dire qu'il y a une erreur. Mais tu vas quand même exécuter ton code pour voir le message d'erreur qui apparaît dans la console. Et là, tu as bien syntax error, invalid syntax. Et tu as même une petite flèche sur m'appelle qui te dit où est-ce que l'erreur est située. Tu vas maintenant ajouter le caractère d'échappement juste avant la guillemets simple de m'appelle et exécuter une nouvelle fois ton code. Cette fois-ci, tu as bien le message attendu, je m'appelle Billy, avec la guillemets simple qui apparaît. Alors, pour éviter d'utiliser le caractère d'échappement, c'est simple, il y a une astuce en Python, il faut utiliser les guillemets doubles. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'utiliser le caractère d'échappement. Remplace donc les guillemets simples par des guillemets doubles et exécute ton code. C'est bien le message attendu, on a bien je m'appelle Billy avec la guillemets simple qui apparaît dans la console. La concaténation de chaînes consiste à lier ou coller des chaînes ensemble. Pour cela, tu vas utiliser l'opérateur plus et il est également possible de répéter une chaîne en utilisant l'opérateur étoile ou multiplier. Dans la variable ma chaîne, tu vas affecter la chaîne de caractères IP entre guillemets simple, puis l'opérateur de concaténation plus, 2 fois la chaîne de caractères po entre guillemets simple, l'opérateur de concaténation plus et la chaîne de caractères tam entre guillemets simple. Je te laisse quelques secondes pour essayer de deviner le mot qui sera affiché dans ta console. Entre parenthèses de ta fonction print, tu vas ajouter le nom de ta variable, ma chaîne, et exécuter ton code. Tu l'avais peut-être trouvé, la chaîne de caractères stockée dans ta variable ma chaîne, c'est hippopotame. Donc c'est hip, 2 fois po et tam. Une astuce en Python, c'est que si tu as plusieurs chaînes côte à côte, elles seront automatiquement concaténées. Donc tu vas reprendre le même exemple, sauf que tu vas enlever l'opérateur de concaténation plus, ainsi que le 2 fois. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code.
C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le mot hippopotame qui apparaît, qui est une suite de chaînes de caractères entre guillemets simples. Dans cet exemple, tu vas concaténer ta variable avec une autre chaîne de caractères de ton choix. Tu vas commencer par affecter à la variable chaîne longue une chaîne de caractères assez longue. Dans mon cas, je vais écrire « Je débute en langage Python car je veux devenir développeur ». Ensuite, en paramètre de la fonction print, tu vas mettre d'abord la variable chaîne longue, utiliser l'opérateur de concaténation plus afin de concaténer ta variable avec la chaîne de caractères de ton choix. Dans mon cas, je vais ajouter « J'apprends sur la chaîne YouTube apprendre à coder ». Il n'y a plus qu'à exécuter le code et c'est bien le résultat attendu. J'ai bien le contenu de la variable chaîne longue, donc je débute en langage Python car je veux devenir développeur, ainsi que la chaîne de caractères que tu as rajoutée dans ta fonction print en utilisant l'opérateur de concaténation plus. Chaque caractère d'une chaîne a un index, ce qui permet d'accéder à leur position. Le premier caractère d'une chaîne est à l'index 0. Tu vas créer une variable que tu vas appeler voiture, dans laquelle tu vas stocker la chaîne de caractères Mercedes. Ensuite, tu vas créer une variable appelée index 0, dans laquelle tu vas stocker le caractère qui se trouve à l'index 0. Pour cela, tu tapes le nom de ta variable voiture et entre crochets, tu vas mettre l'index du caractère que tu souhaites. Ensuite, tu vas créer une deuxième variable que tu vas appeler index 3, elle te permettra de stocker le caractère qui se trouve à l'index 3. Ensuite, tu vas utiliser la méthode print pour pouvoir afficher un message accompagné de l'index. Pour cela, tu vas utiliser une f-string, c'est-à-dire que tu vas mettre un f avant la chaîne de caractères et cela va te permettre d'intégrer, d'incorporer une expression ou une variable dans la chaîne de caractères. Dans cette première fonction print, on va afficher un message suivi de l'index 0. Donc l'index 0 sera entre crochets pour utiliser le f-string. Même chose pour l'index 3, on va utiliser notre fonction print en utilisant une f-string accompagnée d'un message et de la variable index 3. Ensuite, tu peux exécuter ton code en tapant le raccourci maj f10. On obtient bien le message attendu, c'est-à-dire les deux messages accompagnés des index 0 et index 3. On voit bien que à l'index 0, on a bien le M et à l'index 3, on a bien le C. Si tu utilises des index négatifs, dans ce cas, la recherche s'effectuera par la fin. Donc remplace le 0 par -1, le 3 par -3. Tu peux changer le nom de l'index 0 par index 1 et ajouter une autre variable que tu vas appeler index 5 par exemple, dans laquelle tu vas stocker le caractère qui est à l'index -5. Bien sûr, il faut changer les messages correspondants dans les méthodes print, -1 à la place de 1, -3 à la place de 3, le nom des variables et la dernière variable, la variable index 5. Tu peux ensuite exécuter ton code et là, on voit bien que la recherche s'est effectuée par la fin. On a bien le S qui est au -1, le D qui est au -3 et le C qui est au -5. Python permet de découper une chaîne de caractères et d'obtenir une sous-chaîne. Tu vas reprendre ta variable voiture et créer une variable que tu vas appeler découpe 1. Et dans cette variable, tu vas affecter le découpage de la variable voiture. Pour cela, tu vas taper le nom de la variable et entre crochets, tu vas indiquer l'index de départ inclus et l'index de fin exclu. Ici, tu vas faire un découpage de la lettre à l'index 0 inclus à la lettre à l'index 3 exclu. Ensuite, tu vas créer une deuxième variable que tu vas appeler découpe 2 et cette fois-ci, tu vas y stocker le découpage de la lettre à l'index 2 inclus à la lettre à l'index 5 exclu. Et tu vas utiliser ta fonction print pour afficher les deux sous-chaînes. Dans la première fonction print, tu vas mettre la variable découpe 1 et dans la deuxième, la variable découpe 2. Tu peux ensuite exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. On a bien l'affichage de la sous-chaîne de l'index 0 inclus à l'index 3 exclu et la sous-chaîne de la lettre à l'index 2 inclus à la lettre à l'index 5 exclu. Ensuite, tu vas créer une troisième variable que tu vas appeler découpe 3 et on va voir ce qu'il se passe lorsque le premier index est 0 et que le deuxième index est vide. Tu peux rajouter la variable découpe 3 dans une fonction print et exécuter ton code. Et là, tu vois que Python a bien pris en compte l'index 0, c'est-à-dire M, et qu'il a pris par défaut le reste de la chaîne puisque le deuxième indice était vide. Ensuite, tu vas créer une autre variable que tu vas appeler découpe 4 et cette fois-ci, c'est le premier index que tu vas laisser vide. Et dans le deuxième, tu vas mettre par exemple 6. Tu peux placer ta variable découpe 4 en paramètre d'une fonction print et exécuter le code. Et on voit que le fait de laisser le premier indice vide correspond à l'index par défaut 0. Tu peux maintenant créer une autre variable que tu vas appeler découpe 5. Dans le premier index, tu vas mettre 2 et le deuxième, tu vas le laisser vide. Tu peux rajouter
rajouter ta variable découpe 5 en paramètre d'une fonction print et exécuter ton code. Et comme pour l'exemple de découpe 3, on voit que ce qui a été pris en compte, c'est toute la chaîne de caractères à partir de l'index 2 jusqu'à la fin. Pour connaître la longueur d'une chaîne de caractères, il faut utiliser la fonction len. C'est une fonction native de Python qui renvoie la longueur de la chaîne. Tu vas créer une variable que tu vas appeler longueur, dans laquelle tu vas stocker la longueur de la variable voiture. Ensuite, tu vas utiliser la fonction print pour afficher un commentaire accompagné de la longueur de la variable voiture. Moi, je vais écrire la longueur de la chaîne et je vais utiliser un f-string pour insérer la variable dans la chaîne de caractères. En l'occurrence, la variable longueur qui, je le rappelle, stocke la longueur de la variable voiture. Ensuite, tu peux exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. On a bien le message qui s'affiche accompagné de la valeur de la variable longueur, c'est-à-dire 8, qui est la longueur de la chaîne de caractères Mercedes. En Python, les listes sont utilisées pour regrouper plusieurs valeurs. En fait, une liste, c'est une suite de valeurs entre crochets séparées par des virgules. Tu vas commencer par créer une variable que tu vas appeler Porsche. Cette variable va contenir ta première liste qui contient les différents modèles de Porsche. Premier modèle entre guillemets simple 911. N'oublie pas la virgule entre chaque élément. Ensuite, la 718, la Taycan, la Cayenne, la Macan et la Panamera. Et pour afficher ta liste dans ta console, tu vas utiliser la fonction print en ajoutant le nom de ta variable en paramètre de la fonction. Tu peux exécuter ton code et tu as bien le résultat attendu, c'est-à-dire ta liste qui apparaît dans ta console. Dans cet exemple, tu vas afficher un élément de ta liste en fonction de son index. Pour l'élément à l'index 0, tu vas taper le nom de ta variable, le nom de ta liste Porsche et entre crochets, tu vas écrire 0 pour l'élément à l'index 0. Tu peux aussi rajouter un commentaire, exemple le premier élément est. Ensuite, tu vas afficher un autre message, mais cette fois-ci pour afficher l'avant-dernier élément. Pour cela, tu vas taper le nom de ta variable et entre crochets, -2. Pour rappel, la recherche va se faire dans le sens inverse, en commençant par la fin. Tu peux ensuite exécuter ton code. Tu as bien le résultat attendu, c'est-à-dire tes deux messages, l'un avec le premier élément à l'index 0, c'est-à-dire 911, et le deuxième message avec l'avant-dernier élément, c'est-à-dire Macan. Et sur la troisième ligne, tu vas afficher tous les éléments à partir de l'avant-dernier. Tu peux exécuter ton code et tu as bien le résultat attendu, c'est-à-dire tous les éléments en partant de l'avant-dernier jusqu'à la fin. Tu peux aussi concaténer des listes en utilisant l'opérateur de concaténation plus. En paramètre de ta fonction print, tu vas mettre d'abord ta liste Porsche, l'opérateur de concaténation plus et entre crochets la liste de ton choix. Dans mon cas, je vais ajouter d'autres modèles Porsche, GTS, GT3, GT2, Turbo et 4S. Tu peux ensuite exécuter le code et tu as bien dans ta console les deux listes, donc ta liste Porsche, plus les nouveaux modèles que tu as concaténés à cette liste. Il existe principalement deux types de structures de contrôle en Python, les instructions conditionnelles et les boucles. Les instructions conditionnelles nous permettent d'exécuter des blocs de code en fonction de certaines conditions. Les boucles nous permettent de répéter des actions plusieurs fois. L'instruction conditionnelle la plus connue est l'instruction if. On retrouve cette instruction dans la plupart des langages. L'instruction if est utilisée pour exécuter des instructions en fonction d'une condition. Chaque expression est évaluée jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit vraie. C'est donc l'instruction qui sera vraie qui sera exécutée. Par contre, si elles sont toutes fausses, c'est la clause else qui sera exécutée si elle existe. De retour sur ton IDE PyCharm, sur la première ligne, tu peux écrire un commentaire pour expliquer le contenu de ton code. Ici, nous allons parler des structures de contrôle et plus particulièrement de l'instruction if. Et pour bien comprendre l'utilisation de l'instruction if, on va écrire ensemble un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer son âge et qui va déterminer en fonction de cet âge si l'utilisateur est majeur ou mineur. Tu peux commencer par écrire un commentaire pour expliquer la première étape. Demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Ensuite, tu vas créer une variable que tu vas appeler âge. Cette variable va te permettre de stocker l'âge saisi par l'utilisateur. Ensuite, tu vas utiliser la fonction int pour convertir la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur en entier. Et pour lire la saisie de l'utilisateur, on va utiliser la fonction input qui va permettre d'afficher un message à l'utilisateur en attendant qu'il saisisse son âge. Donc en paramètre, tu vas écrire un message qui sera affiché à l'utilisateur. Par exemple, entrez votre âge. Deuxième étape, le contrôle de l'âge.
message, tu peux écrire un commentaire et ensuite tu vas écrire if, plus loin, âge inférieur à 0, 2 points. Cette condition va vérifier si la valeur de l'âge est inférieure à 0. Si la condition est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher un message, tape sur entrée et automatiquement l'instruction suivante sera légèrement indentée, légèrement décalée de ta condition et on va utiliser la fonction print pour afficher le message. Par exemple, erreur, l'âge ne peut pas être négatif. Si elle est fausse, on va écrire une autre condition en utilisant l'instruction elif qui est la contraction de else if, sinon si, âge supérieur ou égal à 18, 2 points. Cette fois-ci, on va vérifier si l'âge est supérieur ou égal à 18. Tu peux taper sur entrée pour écrire l'instruction suivante. Si la condition est vraie, on va afficher le message vous êtes majeur. Pour cela, on va utiliser la fonction print et entre guillemets, on va écrire vous êtes majeur. Si cette deuxième condition est fausse, on va utiliser l'instruction else. Dans ce cas, ça voudrait dire que l'âge n'est ni inférieur à 0 ni supérieur ou égal à 18. Donc, cela signifie que l'utilisateur est mineur. Donc, on va afficher le message vous êtes mineur. Pour cela, tu vas utiliser ta fonction print et écrire entre guillemets double vous êtes mineur. Tu peux ensuite exécuter ton code pour tester ton programme. La console s'ouvre avec le message entrez votre âge. Là, je vais tester un âge négatif et j'ai bien le message d'erreur qui apparaît. Erreur, l'âge ne peut être négatif. Tu peux relancer une nouvelle fois le code. Cette fois-ci, je vais tester un âge inférieur à 18 mais supérieur à 0 et j'ai bien le message d'erreur vous êtes mineur. Tu peux relancer ton programme pour tester la dernière condition. Dans mon cas, je vais écrire 25 et j'ai bien le résultat attendu. J'ai bien le message vous êtes majeur. Tu peux réessayer plusieurs fois. Ça va te permettre de tester ton code. Normalement, il n'y a pas de problème puisque c'est un code très simple, mais ça va te permettre d'utiliser les bonnes pratiques du codeur, c'est-à-dire tester son code. L'instruction for en Python permet de parcourir les éléments d'une séquence qui peut être une liste, une chaîne de caractères, dans l'ordre dans lequel ces éléments apparaissent dans la séquence. Dans cet exemple, tu vas écrire un programme qui va donner la longueur des éléments contenus dans une liste en utilisant l'instruction for. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire qui va décrire le thème de ton code. Ici, on va utiliser l'instruction for. Ensuite, tu vas écrire un deuxième commentaire pour décrire la première étape qui est de définir une liste de Porsche. Ensuite, tu vas créer une variable que tu vas appeler Porsche. Cette variable va stocker une liste de Porsche que tu vas mettre entre crochets. Chaque élément doit être entre guillemets simple et séparé par une virgule. Le premier élément, c'est la 911, la 718 en deuxième élément, la GT2, la GT3, la Cayenne, la Macan et la Panamera. Ensuite, tu vas écrire un deuxième commentaire pour décrire la deuxième étape qui est de donner la longueur de chaque élément de la liste avec la boucle for. Sur la ligne suivante, tu vas démarrer la boucle for en écrivant for P qui désigne un élément de la liste, in Porsche le nom de notre liste, 2 points, ce qui veut dire pour chaque élément P de la liste Porsche. Sur la ligne suivante, avec une indentation, on va afficher le résultat en utilisant la fonction print. Ici, on va imprimer, on va afficher le contenu de la variable P suivi de la phrase ou de la chaîne de caractères du message, la longueur de la chaîne et puis on va afficher également la longueur de la chaîne contenue dans P. Donc dans ta fonction print, tu vas écrire entre parenthèses P plus pour le concaténer avec le message, la longueur de la chaîne est, 2 points, virgule, puis on va utiliser la fonction len. C'est une fonction intégrée de Python qui va retourner la longueur de la chaîne de caractères qui va être en paramètre. Notre chaîne de caractères, c'est P, c'est-à-dire un élément de la liste. N'oublie pas de refermer la parenthèse de la fonction print. Tu peux maintenant exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. On a bien le parcours de la chaîne dans l'ordre dans lequel ces éléments apparaissent dans la liste avec le message ainsi que la longueur de chaque élément. L'instruction while est utilisée pour exécuter des instructions de manière répétée tant qu'une expression est vraie. Comme pour les précédents exemples, tu vas commencer par écrire un commentaire avec le thème de ton code. Ici, nous allons parler de l'instruction while. Dans cet exemple simple, tu vas utiliser la boucle while pour donner la valeur d'une variable qu'on va appeler compteur à chaque boucle, à chaque itération. Tu peux commencer par écrire un commentaire avec la première étape qui est l'initialisation du compteur. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler compteur et que tu vas initialiser à 0. Donc, au départ du programme,
programme, cette variable aura pour valeur 0. Ensuite, tu vas écrire while et la condition. Donc, cette boucle while sera exécutée tant que la condition sera vraie. Donc, la condition, c'est compteur strictement inférieur à 5. 2 points. Tu peux aller à la ligne. Tu peux rajouter un commentaire pour te souvenir que c'est à ce moment-là que tu vas utiliser la boucle while. Donc, moi, je vais écrire utilisation de la boucle while pour écrire la valeur du compteur à chaque tour ou itération. Maintenant, tu vas écrire qu'est-ce que le programme doit faire tant que la condition est vraie. Eh bien, on va afficher un message avec la valeur du compteur à chaque tour. Pour afficher un message, on utilise la fonction print. Tu peux écrire par exemple le compteur est 2 points, entre guillemets double, puis une virgule et le compteur, la valeur de ta variable compteur. Pour nous donner la valeur du compteur, il faut l'incrémenter de 1 à chaque tour. Donc tu vas écrire compteur plus égal 1, ce qui veut dire qu'à chaque boucle, à chaque tour, le compteur va augmenter sa valeur de 1 tant que la condition sera vraie. Je vais légèrement modifier le message pour qu'il soit plus clair et tu peux exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message ainsi que la valeur du compteur à chaque boucle, à chaque tour. La condition était que le compteur devait être strictement inférieur à 5 et c'est bien le cas. Tu as les valeurs du compteur de 0 à 4. En Python, il existe une fonction native appelée range qui permet de parcourir une suite de nombres. Cette fonction va générer une suite arithmétique de nombres. Tu vas commencer par créer une boucle for qui va parcourir chaque élément généré par la fonction range. Donc tu vas écrire for i in range avec en paramètre 10 afin de générer une séquence d'entiers allant de 0 à 9. Donc au total, ça fera 10 entiers. 2 points. Que va faire le programme après chaque itération? Il va afficher la valeur actuelle de i car i va prendre successivement chaque valeur de la séquence générée par la fonction range 10, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu noteras que le dernier élément fourni en paramètre par la fonction range ne fait pas partie de la liste qui sera générée. Donc, tu n'auras pas l'entier 10. Tu peux maintenant exécuter ton code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien la valeur de i à chaque itération générée par la fonction range. Il est également possible de spécifier une valeur de début et une valeur d'incrément différentes. On peut appeler aussi le pas. Alors tu peux reprendre ton code et tu vas y ajouter 2 arguments en paramètres. Le premier argument 0 qui va indiquer le début de la séquence et le troisième argument 2 qui va spécifier le pas ou l'incrément entre les valeurs successives. Donc dans cet exemple, la variable i va prendre successivement chaque valeur de la séquence générée par la fonction range en commençant par 0 et en ajoutant 2 à chaque itération. Donc, on doit avoir comme résultat 0, 2, 4, 6 et 8. Tu peux maintenant exécuter ton code et tu obtiens bien le résultat attendu, la valeur successive de i à chaque itération avec un incrément de 2 entre chaque itération. L'instruction break permet de sortir de la boucle for ou while la plus proche. Une boucle for ou while peut inclure une clause else. Dans une boucle for, la clause else est exécutée après la dernière itération de la boucle. Dans une boucle while, elle est exécutée après que la condition de la boucle est devenue fausse. Quel que soit le type de boucle, la clause else n'est pas exécutée si la boucle a été interrompue. Dans cette partie, tu vas utiliser les instructions break, continue et else dans une boucle. Tu peux commencer par écrire un commentaire pour la première partie, la boucle for. Puis tu vas écrire le code pour créer une boucle for qui va itérer de 1 à 10. For i in range et en paramètre, tu vas écrire 1,11. Tu fermes la parenthèse, 2 points à la ligne. Que doit faire ton programme après chaque itération? Il peut par exemple vérifier la valeur de i. Par exemple, si la valeur de i est égale à 3. Pour cela, tu vas écrire if i égale, attention, égal et un seul égal, ça n'a pas la même signification. 2 égale, c'est pour l'égalité et un seul égal, c'est l'opérateur d'affectation de valeur à une variable. Donc, if i égale 3, 2 points. Qu'est-ce que le code doit faire si i est égal à 3? Et là, tu peux utiliser l'instruction continue pour ignorer cette itération et passer à la suivante sans exécuter le reste du code. Le programme va également afficher la valeur de i si elle n'est pas
pas égal à 3. Pour cela, tu vas utiliser la fonction print et en paramètre de la fonction, tu vas écrire i. Ensuite, tu vas écrire une autre condition, if i égale 8. Donc si i a la valeur de 8, que doit faire ton programme à ce moment? Tu peux par exemple lui faire écrire un message en utilisant la fonction print et en paramètre de la fonction, tu vas écrire entre guillemets double. Par exemple, le programme doit quitter la boucle car i égale 8. C'est donc l'occasion d'utiliser l'instruction break pour quitter la boucle si i est égal à 8. Et pour terminer, tu peux écrire l'instruction else. Si la boucle termine normalement sans rencontrer de break, alors on va exécuter le bloc suivant qui va être afficher un message en utilisant la fonction print. Tu peux écrire entre guillemets double un message. Par exemple, la boucle a été complètement parcourue sans rencontrer de break. Fais attention à bien indenter ton code, sinon tu vas obtenir un message d'erreur lors de l'exécution de ton code. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code et tu as bien le résultat attendu. Tu as bien l'affichage de la variable i à chaque itération, sauf le 3, ainsi que le message le programme doit quitter la boucle car i est égal à 8, ce qui signifie que le programme a bien rencontré un break. Une fonction est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique lorsqu'elle est appelée. Elle permet d'organiser et de structurer le code en le divisant en parties logiques, ce qui facilite la lecture, la maintenance et la réutilisation du code. En Python, la fonction est introduite par le mot-clé def, suivi du nom de la fonction et des parenthèses. Selon les cas, la fonction aura des paramètres entre ces parenthèses. Dans cette partie, tu vas apprendre à définir une fonction et à l'utiliser. Sur la première ligne, tu peux écrire un commentaire, définir des fonctions. Ici, tu vas reprendre le code avec les différents modèles de Porsche et écrire une fonction pour afficher la longueur des modèles de Porsche. Donc sur la ligne suivante, tu vas utiliser le mot-clé def pour définir ta fonction. Puis tu vas lui donner un nom, afficher longueur modèle Porsche. Il faut que ce soit un nom très significatif et dans l'idéal, il faudrait que ce nom décrive ce que fait la fonction. Ensuite, tu vas écrire deux parenthèses. Ces parenthèses, normalement, permettent de contenir les paramètres de la fonction, mais dans ce cas, la fonction ne prend aucun paramètre puisque elle va simplement servir à afficher la longueur de chaque modèle de Porsche. Ensuite, tu vas utiliser des triples guillemets qu'on appelle aussi docstring ou encore documentation de fonction. Cette documentation décrit ce que fait la fonction et cela va t'aider ou aider d'autres développeurs qui peuvent travailler sur ton code à comprendre comment utiliser la fonction. Donc ici, je vais mettre affiche la longueur de chaque modèle de Porsche dans la liste Porsche. Ensuite, tu vas reprendre le code avec la liste de Porsche et la boucle for qui permet de parcourir chaque élément de la liste. Pour rappel, à chaque itération de la boucle, la fonction va afficher le modèle de Porsche suivi de la phrase la longueur de la chaîne et de la longueur de la chaîne de caractères représentant ce modèle obtenu en utilisant la fonction len. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appeler la fonction. Donc pour appeler la fonction, il y a juste à écrire son nom, c'est-à-dire afficher longueur modèle Porsche. Cela va permettre d'exécuter le bloc de code qui est à l'intérieur de la fonction et d'afficher la longueur de chaque modèle de Porsche. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien chaque modèle de la liste Porsche avec le message, la longueur de la chaîne et ainsi que la longueur du modèle. Dans cette partie, nous aborderons la manipulation de données en Python et notamment les méthodes natives à appliquer sur des listes. Reprenons notre liste de Porsche et commençons par utiliser la méthode append. Cette méthode permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Pour appeler la méthode, tu vas taper le nom de ta liste, point, et l'autocomplétion apparaît et te permet de choisir la méthode que tu souhaites utiliser. En paramètre de la méthode append, tu vas taper le nom d'un autre modèle de Porsche en utilisant les guillemets simples, par exemple la GT3. Et ensuite, tu vas afficher la nouvelle liste en utilisant la méthode print. N'oublie pas de mettre en paramètre de la méthode print le nom de ta liste. Et ensuite, tu peux exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien la liste de départ avec à la fin le dernier élément que tu as ajouté en utilisant la méthode append. Cette fois-ci, tu vas utiliser la méthode insert. Elle permet d'insérer un élément à une position spécifique. Ici, tu vas remplacer la méthode append par la méthode insert et tu vas insérer le modèle Boxster à la
position d'indice 2 dans la liste Porsche. Pour cela, tu vas d'abord taper l'indice, virgule, espace et entre guillemets simple, le modèle Boxster. Pour afficher la nouvelle liste, il faut utiliser la méthode print que tu as laissée telle quelle car on peut la réutiliser. Tu peux maintenant exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le modèle Boxster qui a été inséré en indice 2 de ta liste. Pour rappel, le premier indice, le premier élément de la liste est à l'indice 0. Donc l'indice 2, c'est en réalité la troisième position dans la liste. Passons maintenant à la méthode remove. Tu peux remplacer la méthode insert par la méthode remove. Cette méthode va supprimer le premier élément dont la valeur est égale à la valeur en paramètre de la méthode. Donc par exemple, en paramètre, tu peux écrire macan entre guillemets simple pour retirer ce modèle de la liste. Tu vas afficher ta nouvelle liste en utilisant la méthode print. Tu peux exécuter ton code. Tu as bien le résultat recherché. Tu as la liste sans le modèle macan que tu as retiré à l'aide de la méthode remove. Tu peux aussi retirer un élément de la liste en utilisant l'instruction del. Et cette fois-ci, tu vas utiliser l'index au lieu de la valeur. Pour une meilleure compréhension, tu vas afficher la liste avant l'utilisation en plaçant un message dans ta méthode print, par exemple liste avant suppression. Puis tu vas utiliser l'instruction del. Pour cela, tu écris del, puis le nom de ta liste et entre crochets la position de l'élément que tu veux supprimer. Dans notre exemple, tu veux effacer le modèle macan qui se trouve à l'indice 4, c'est-à-dire la 5e position dans la liste. Tu peux maintenant afficher la liste après l'utilisation de l'instruction del en utilisant la fonction print. Tu peux ajouter un message entre guillemets simple, liste après suppression. J'avais oublié de modifier le commentaire d'introduction. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code. C'est bien le message attendu. Tu as bien la liste avant suppression et la liste après suppression. Et c'est bien le modèle macan qui a été supprimé. Tu vas maintenant utiliser une autre méthode, la méthode pop. Cette méthode te permet de retirer l'élément qui sera situé à l'indice que tu vas mettre en paramètre de la méthode. Ici, on va retirer l'élément situé à l'indice 1, c'est-à-dire 718. Et comme dans l'exemple précédent, tu vas écrire un message en affichant la liste avant et après l'utilisation de la méthode pop. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien les deux listes avant et après utilisation de la méthode et l'élément 718 n'apparaît plus dans la liste. Tu vas maintenant utiliser la méthode clear. Cette méthode te permet tout simplement de vider le contenu de la liste. Tu peux remplacer la méthode pop par la méthode clear et exécuter ton code. Et tu as bien le résultat recherché, c'est-à-dire que la liste a été vidée de son contenu. Passons maintenant à la méthode index. Cette méthode va te permettre d'obtenir la position de l'élément qui sera en paramètre de la méthode. Et si tu as plusieurs éléments identiques, eh bien c'est l'indice du premier élément ayant cette valeur qui sera renvoyé. Tu peux écrire un message, l'index de la 718 et ensuite tu appelles la méthode index en tapant le nom de la liste, .index, et en paramètre de la fonction, entre guillemets simple, le nom du modèle, 718. Tu peux maintenant exécuter ton programme et c'est bien le résultat recherché. Tu as non seulement le message, mais aussi l'indice du modèle 718, c'est-à-dire l'indice 1. Passons maintenant à la méthode count. Cette méthode va renvoyer le nombre d'éléments de la liste ayant la même valeur que l'élément en paramètre de la méthode. Tu vas rajouter un élément Cayenne dans la liste afin que la méthode puisse rechercher le nombre d'éléments Cayenne dans la liste. Donc normalement, le résultat sera 2 éléments. Tu peux ensuite ajouter un message en utilisant la méthode print, le nombre de Cayenne dans la liste et, entre guillemets simple puisque c'est une chaîne de caractères, virgule, et on va concaténer cela avec le résultat de la méthode count. Donc pour appeler la méthode count, tu écris le nom de ta liste, point, le nom de la méthode, et en paramètre de la méthode, tu vas écrire l'élément Cayenne, car c'est l'élément que nous voulons compter. Tu peux ensuite exécuter ton code et tu obtiens bien le résultat attendu. Tu as non seulement le message, mais aussi le résultat de l'utilisation de la méthode count, c'est-à-dire 2 éléments ayant la valeur Cayenne. Passons maintenant à l'utilisation de la méthode sort. C'est une méthode très intéressante puisqu'elle permet d'ordonner les éléments dans la liste. Pour que tu comprennes bien cet exemple, tu vas afficher la liste avant l'utilisation de la méthode sort et après l'utilisation de la méthode sort. Pour cela, tu vas utiliser la méthode print en mettant en paramètre
un message, liste avant utilisation de sort, puis tu vas le concaténer avec ta liste avant utilisation de sort. Ensuite, tu vas appeler la méthode sort. Pour cela, tu écris le nom de ta liste, point, et tu écris le nom de ta méthode sort. Et pour terminer, tu vas afficher ta liste après avoir utilisé la méthode sort. Donc pour cela, tu peux écrire un message en utilisant la méthode print, liste après utilisation de sort, que tu vas concaténer avec ta liste après utilisation de la méthode sort. Il n'y a plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ta liste qui a été ordonnée en utilisant la méthode sort. Dernière méthode, la méthode reverse. C'est aussi une méthode très intéressante puisqu'elle va te permettre d'inverser l'ordre des éléments de la liste. Tu vas juste modifier quelques éléments de ton code, le commentaire d'introduction, les messages dans les méthodes print et la méthode bien sûr que tu vas modifier. Et ensuite, tu n'as plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien la liste initiale qui a été inversée suite à l'utilisation de la méthode reverse. Un module est un fichier contenant des définitions et des instructions. Son nom de fichier est le nom du module avec l'extension .py. La bibliothèque Python est un ensemble de modules et de packages qui fournissent des fonctionnalités supplémentaires pour les développeurs. Ce sont des outils et des fonctions préécrites pour accomplir des tâches spécifiques, ce qui permet aux développeurs de ne pas avoir à réinventer la roue. Un des grands avantages de Python est la possibilité de réutiliser du code en créant des modules que tu pourras importer dans tes scripts. Un script, c'est tout simplement un fichier avec l'extension .py que tu vas exécuter. Donc à chaque fois que tu as exécuté ton code, en fait, tu as exécuté un script Python. Créer des modules, ça va te permettre d'organiser ton code en parties réutilisables et d'éviter de dupliquer des parties similaires dans différents fichiers. C'est donc très utile lorsque ton programme contient un nombre de lignes important. Dans PyCharm, à la racine de ton projet, clique droit, puis New, Python File, puis tu vas donner un nom à ce nouveau fichier. Tu vas l'appeler Porsche Utils et ce fichier va contenir la liste des modèles de Porsche ainsi que les fonctions associées. Il sera ensuite importé dans ton script principal. Première étape, tu vas commencer par importer des modules. Le premier module à importer, c'est le module Statistics. Ce module permet d'effectuer des calculs statistiques, comme par exemple la moyenne. Ensuite, le module Random. Ce module fournit des outils pour générer des nombres aléatoires et sélectionner aléatoirement des nombres dans des listes. Ensuite, tu vas utiliser la classe Counter du module Collection. Je t'expliquerai dans un autre tuto ce que c'est qu'une classe. Pour l'instant, retiens que Counter va te servir à compter les occurrences des éléments dans une séquence. Donc en d'autres termes, il va nous aider à compter les modèles Porsche par exemple. Ensuite, tu vas importer la classe Tech du module Collections, mais ce n'est pas sûr qu'on l'utilise. Ensuite, pour gérer les permutations et les combinaisons d'une séquence, tu vas importer les classes Permutations et Combinations du module IterTools. Ensuite, tu vas utiliser la fonction Reduce du module FuncTools et cette fonction va te permettre de réduire une séquence à une seule valeur. Ici, par exemple, on va l'utiliser pour additionner des longueurs. Ensuite, on va utiliser ItemGator du module Operator, ce qui va te permettre de retourner un élément d'une séquence en fonction de son index. Derniers éléments à importer de la bibliothèque standard Python, ce sont les fonctions datetime et timeDelta du module datetime qui vont te permettre de manipuler les dates et les heures et calculer les écarts de temps. Deuxième étape, la déclaration de la liste des modèles Porsche. Donc, tu vas créer une variable qui s'appelle Porsche et cette liste va contenir différents modèles Porsche, donc la 911, la 718, la Cayenne, la Macan et la Panamera. Ce sera la liste principale sur laquelle plusieurs fonctions vont agir. Déclaration des différentes fonctions. Première fonction, ce sera la fonction getRandomModel. Cette fonction va retourner un modèle aléatoire de la liste de Porsche, d'où le mot-clé return et tu vas utiliser le module random ainsi que la fonction choice et entre parenthèses, dans les paramètres de la fonction choice, tu vas mettre ta liste. Deuxième fonction, la fonction shuffle models. Cette fonction va te permettre de mélanger les modèles de la liste de Porsche. Tu vas donc utiliser le module random et une fonction de ce module qu'on appelle shuffle et en paramètre de cette fonction, ta liste Porsche. Et qu'est-ce que cette fonction va retourner? Elle va retourner la liste qui aura été mélangée. D'où le mot-clé return et ta liste Porsche. Autre fonction, la fonction count models qui va te permettre de compter les occurrences de chaque modèle de la liste Porsche.
counter commence par un C majuscule, car c'est une classe. Et cette classe va nous permettre de créer un dictionnaire où chaque clé est un modèle et chaque valeur est le nombre de fois que ce modèle apparaît dans la liste. Pour comprendre le concept de classe, je te laisse en description une vidéo que j'avais faite sur les classes, mais dans un autre langage qui est le langage Java, mais ça va te permettre de comprendre le concept de classe et d'objet. Prochaine classe, la classe getPermutations, qui va te permettre de retourner toutes les permutations possibles des modèles. Elle retourne une liste de permutations des modèles. Et en fait, une permutation, c'est un arrangement qui est possible de tous les éléments sans répétition. Prochaine fonction, la fonction getCombinations. Cette fonction prend un paramètre, le paramètre n, qui va être la longueur du modèle. Donc elle retourne une liste de toutes les combinaisons de longueur n des modèles de la liste Porsche. C'est pour cela que en paramètre de combinations, il y a donc une liste, donc la liste de Porsche, et un autre paramètre qui est n, la longueur des modèles. Prochaine fonction, la fonction total length of model names. Cette fonction va calculer la longueur totale des noms des modèles Porsche. Pour cela, tu vas créer une liste que tu vas appeler length. Tu vas utiliser la fonction len avec en paramètre le modèle. Cette fonction va te permettre de calculer le nombre de caractères dans le nom du modèle. Ensuite, tu vas créer une boucle for pour chaque modèle de la liste Porsche, ce qui va permettre de parcourir la liste et de créer une nouvelle liste avec la longueur de chaque modèle. Ensuite, tu vas utiliser la fonction reduce du module functools pour réduire la liste length en un seul nombre en appliquant la fonction lambda. La fonction lambda x, y, 2.x plus y prend deux arguments x et y et va retourner une somme. La fonction reduce, elle va appliquer cette fonction à tous les éléments de la liste length en les additionnant progressivement jusqu'à obtenir la somme totale de toutes les longueurs. Prochaine fonction, la fonction sort models by length. Cette fonction va te permettre de trier les modèles Porsche par longueur du nom. Donc elle va retourner une nouvelle liste en utilisant la fonction sorted. Cette fonction va trier les éléments qui vont être passés en paramètres, c'est-à-dire notre liste Porsche, la fonction len, ce qui signifie que Python va trier les éléments en fonction de leur longueur, c'est-à-dire le nombre de caractères que chaque modèle contient. Prochaine fonction, la fonction getCurrentDateTime, qui va retourner la date et l'heure actuelle. Pour cela, on va utiliser le module datetime et la fonction now. Fonction suivante, la fonction addDays to current date avec en paramètre le nombre de jours symbolisé par la variable days. Cette fonction va te permettre d'ajouter un nombre de jours à la date actuelle. Donc elle va retourner la date actuelle. Pour cela, tu vas utiliser le module datetime et la fonction now plus la classe timeDelta et en paramètre de cet objet timeDelta, tu vas mettre le nombre de jours qui doit être égal au nombre de jours de ta méthode addDays to current date. Prochaine fonction, la fonction getModelsByIndex qui prend en paramètre l'index. Cette fonction va retourner un modèle de la liste Porsche basé sur son index. Pour le retour, tu vas utiliser itemGetter pour accéder à l'élément à un certain index de ta liste et bien sûr ta liste Porsche. Dernière fonction, la fonction calculateMin qui prend en paramètre une liste de prix ou un dictionnaire de prix dans notre cas. Son objectif est de calculer la moyenne arithmétique des prix des modèles de Porsche. Pour le retour, tu vas utiliser le module statistics et la fonction min qui permet de calculer la moyenne avec en paramètre ta liste de prix. Voilà, tu as maintenant un fichier qui contient des fonctions pour manipuler et analyser une liste de modèles Porsche ainsi que les prix des Porsche. Ces fonctions vont te permettre d'effectuer différentes manipulations telles que mélanger des modèles, calculer la moyenne des prix, générer des permutations, etc. Et sache que les modules standards comme random, intertools, statistics ou datetime sont utilisés pour fournir des fonctionnalités variées et puissantes. Je t'invite donc à aller dans la documentation Python pour explorer toutes les autres possibilités de ces différents modules. La déclaration des prix des modèles Porsche. Tu vas déclarer une fonction qui s'appelle Porsche Prices. Alors, petite note, dans ce fichier, je vais volontairement, et ça va faire un entraînement aussi pour moi, utiliser des mots en anglais. Ça va nous permettre de nous familiariser avec du vocabulaire anglais qui est souvent utilisé dans le développement d'applications ou dans les documentations officielles des langages. Ensuite, tu vas taper égal. Si c'est un dictionnaire, tu vas pouvoir associer chaque modèle de Porsche à son prix. Un dictionnaire a une clé et une valeur. Donc ici, la clé, ça va être le nom du modèle et ce modèle va être associé à son prix. Passons maintenant à la création de ton script principal qu'on appelle le main.
Pour cela, tu vas cliquer sur Project. Ensuite, à la racine de ton projet, tu vas cliquer droit, New, Python File. Ensuite, tu vas donner un nom à ce fichier. Tu vas l'appeler Main pour fichier principal. Première étape, l'import du module Porsche Utils. Pour cela, tu vas utiliser le mot-clé import, puis le nom du fichier. Ensuite, tu vas créer un alias en utilisant le mot-clé as, puis le nom sous lequel tu vas importer ton module, exemple PU. L'objectif avec cette ligne, c'est d'importer toutes les fonctions et variables du fichier Python Porsche Utils. Tu les auras à disposition pour pouvoir effectuer différentes actions. Maintenant, tu vas définir les différentes actions de ton script. Première action, afficher la liste initiale des modèles Porsche. Pour cela, tu vas utiliser la fonction print, puis tu vas utiliser ce qu'on appelle un f-string en tapant F. La f-string va te permettre de formater la chaîne de caractères afin d'y inclure la liste des modèles de Porsche. Donc ensuite, entre guillemets double, tu vas écrire un message à afficher, liste initiale des modèles Porsche, 2 points. Et pour inclure la liste Porsche du module Porsche utile dans la chaîne de caractères, tu vas d'abord utiliser les accolades et à l'intérieur des accolades, tu vas accéder à la liste Porsche en tapant PU, donc l'alias de ton fichier Porsche Utils, point, le nom de la liste Porsche. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier que la liste des modèles Porsche apparaît bien dans ta console. Tu as bien le résultat recherché, le message, ainsi que la liste initiale des modèles Porsche. Deuxième action pour ton script principal, afficher un modèle Porsche de manière aléatoire. Dans un premier temps, tu vas créer une variable que tu vas appeler modèle aléatoire. Cette variable va stocker le modèle sélectionné aléatoirement par l'intermédiaire de l'utilisation de la fonction getRandomModel. Pour l'afficher, tu vas utiliser la méthode print. En paramètre de la fonction, tu vas commencer par utiliser une f-string, puis entre guillemets double, tu vas écrire le message que tu veux afficher, par exemple modèle Porsche aléatoire, et entre accolades, le nom de la variable modèle aléatoire, afin d'afficher le modèle aléatoire dans la chaîne de caractères. Tu peux maintenant exécuter ton script pour vérifier que la deuxième action fonctionne. Impeccable, ça fonctionne. Tu as bien un message avec un modèle de Porsche choisi aléatoirement. Troisième action, cette fois-ci, ton script va mélanger les modèles de Porsche. En d'autres termes, ta liste initiale va être mélangée. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler mélange modèle. Cette variable va stocker le résultat de l'appel de la fonction qui sert à mélanger les modèles dans la liste Porsche, c'est-à-dire la fonction shuffle models. Ensuite, tu vas afficher un message en utilisant print. De la même manière que pour les deux autres actions, tu vas utiliser une f-string afin de pouvoir inclure la liste dans ta chaîne de caractères. Entre guillemets double, tu auras ton message, par exemple modèle Porsche mélangé, et entre accolades, tu vas écrire le nom de ta variable mélange modèle. Tu peux exécuter ton script et tu as bien le résultat attendu, c'est-à-dire ton message ainsi que la liste initiale mélangée. Si tu compares ta liste initiale et ta liste mélangée, tu constates que les éléments sont les mêmes, mais que l'ordre est différent. Quatrième action, compter les occurrences des modèles. Pour cela, tu vas commencer par créer une variable que tu vas appeler compteur modèle. Cette variable va stocker le résultat de l'appel de la fonction countModels. Pour rappel, cette fonction va te permettre de compter le nombre d'occurrences de chaque modèle dans la liste. Compteur modèle va te permettre de stocker les occurrences sous forme de dictionnaire, dire nom du modèle, 2 points, nombre d'occurrences. Et pour afficher cela, tu vas utiliser la fonction print en l'associant, comme dans les autres actions, à une f-string. Entre guillemets double, tu vas pouvoir mettre un message, par exemple, occurrence des modèles Porsche. Entre accolades, tu vas pouvoir écrire le nom de la variable compteur modèle et ensuite tu peux exécuter ton script. Tu as bien le résultat attendu, tu as ton message ainsi qu'un dictionnaire contenant le nom des modèles ainsi que leurs occurrences dans la liste. Bien entendu, ici, chaque occurrence apparaît une seule fois, mais pour que ce soit un peu plus parlant, on va modifier le nombre de Panamera dans la liste principale. Pour cela, tu vas cliquer sur Project et dans l'arborescence de ton projet, tu vas ouvrir le fichier Porsche Utils. Tu peux rajouter comme moi 2 occurrences de Panamera. Ensuite, retourne dans ton fichier principal et exécute ton script. Cette fois-ci, à côté du modèle Panamera, tu as bien le nombre d'occurrences 3 qui correspond à la modification de la liste principale. Bien sûr, les autres occurrences ne changent pas. Autre action possible, obtenir
toutes les permutations des modèles Porsche. L'objectif est d'avoir toutes les permutations possibles de chaque modèle de Porsche dans la liste. Pour cela, tu vas commencer par créer une variable que tu vas appeler permutation. Cette variable va stocker la liste des permutations. Tu vas écrire pu.getPermutations afin d'appeler la fonction qui retourne toutes les permutations possibles des modèles Porsche. Pour afficher le résultat, tu vas utiliser la méthode print ainsi qu'une f-string et entre guillemets double, tu vas écrire un message, permutation des modèles Porsche, puis entre accolades, tu vas écrire le nom de la variable permutation. Avant d'exécuter ton script, tu vas supprimer les deux éléments Panamera dans ta liste principale. Pour cela, tu vas aller dans Project et dans l'arborescence de ton projet, tu vas sélectionner Porsche Utils et supprimer les deux éléments Panamera. Ensuite, tu peux retourner sur ton script et l'exécuter. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien toutes les permutations des modèles Porsche sous forme de liste. Prochain comportement possible dans script, obtenir toutes les combinaisons possibles de deux modèles à partir de la liste Porsche. Pour cela, tu vas créer une variable combinaison. Cette variable va stocker la liste des combinaisons possibles de. Pour cela, tu vas appeler la méthode getCombinations et en paramètre de cette fonction, tu vas écrire 2 car tu veux une combinaison de longueur 2. Pour afficher les combinaisons, tu vas utiliser print. En paramètre de cette méthode, tu vas utiliser une f-string et entre guillemets double, tu vas écrire un message, combinaison de longueur 2 Porsche, puis entre accolades, tu vas écrire le nom de ta variable combinaison. Il n'y a plus qu'à exécuter. Tu as bien le message avec toutes les combinaisons de longueur 2 des modèles Porsche. Autre comportement possible, calculer la longueur totale des noms des modèles. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler longueur totale. Cette variable va stocker le résultat, c'est-à-dire la somme des longueurs des chaînes de caractères représentant chaque modèle. Pour cela, tu vas appeler la fonction total length of model names, car c'est la fonction qui calcule la somme des longueurs des noms des modèles. Pour afficher la longueur totale de tous les noms des modèles, tu vas utiliser print. En paramètre de la méthode, tu vas utiliser f-string et entre guillemets double, tu vas écrire un message, longueur totale des noms des modèles Porsche. Entre accolades, tu vas écrire le nom de variable, longueur totale, et ensuite tu peux exécuter ton script pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu, tu as bien ton message longueur totale des noms des Porsche, ainsi que le résultat du calcul de la longueur totale des noms des modèles Porsche. Autre comportement possible, trier les modèles de Porsche par la longueur de leur nom, du plus court au plus long. Tu vas commencer par créer une variable que tu vas appeler trier modèle. Cette variable va stocker la liste triée. Pour cela, tu vas utiliser la méthode sortModelsByLength. Pour afficher la liste des modèles triés par longueur de nom, tu vas utiliser la méthode print ainsi qu'une f-string. Entre guillemets double, tu vas écrire ton message. Par exemple, modèle Porsche trié par longueur de nom. Et entre accolades, tu vas entrer le nom de ta variable trier modèle afin que ta liste apparaisse dans ta chaîne. Tu peux maintenant exécuter ton script pour vérifier le résultat. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ton message modèle Porsche trié par longueur de nom ainsi que ta liste initiale qui a été triée par longueur de nom. Comportement suivant, ton script Python, obtenir la date et l'heure actuelle. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler date heure actuelle. Cette variable va stocker l'objet datetime qui représente la date et l'heure actuelle. Pour cela, tu vas appeler la méthode getCurrentDateTime et pour afficher la date et l'heure actuelle, tu vas utiliser la print et en paramètre de cette méthode, tu vas utiliser f-string et entre guillemets double, tu vas écrire ton message date et heure actuelle avec entre accolades ta variable date heure actuelle pour la faire apparaître dans ta chaîne de caractères. Tu n'as plus qu'à exécuter ton script pour vérifier si ce comportement fonctionne. C'est bien le message attendu. Tu as bien le message date et heure actuelle avec la date et l'heure actuelle. Sur le comportement suivant du script, on va ajouter 5 jours à la date actuelle. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler date plus 5. Cette variable va stocker la nouvelle date qui correspond à la date actuelle plus 5 jours. Tu vas pour cela utiliser la fonction dédiée, c'est-à-dire la fonction add days to current date et en paramètre de cette fonction,
tu vas écrire le nombre de jours, dire 5. Pour afficher la date dans 5 jours, tu vas utiliser la print. En paramètre de cette fonction, tu vas utiliser une f-string et entre guillemets double, tu vas écrire ton message, par exemple date dans 5 jours, puis entre accolades, ta variable date plus 5. Tu peux ensuite exécuter ton script pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu. Tu as ton message date dans 5 jours et la nouvelle date qui apparaît, c'est-à-dire 27/10/2024 à la même heure. Prochaine utilisation possible du script, calculer la moyenne des prix Porsche. Pour cela, tu vas créer une variable prix. Cette variable va convertir le dictionnaire prix valeur Porsche Prices en liste afin de calculer la moyenne. Tu vas créer une autre variable que tu vas appeler moyenne prix. Comme son nom l'indique, cette variable va stocker la moyenne des prix. Pour cela, tu vas utiliser la fonction calculateMin qui prend en paramètre la variable prix afin de calculer la moyenne des prix. Pour afficher ton résultat, tu vas utiliser la fonction print. En paramètre de cette fonction, tu vas utiliser f-string et entre guillemets double, tu vas écrire par exemple moyenne des prix del Porsche et entre accolades, tu vas écrire le nom de la variable moyenne prix. Une fois que tu as terminé, tu peux exécuter ton script. C'est bien le résultat attendu. Tu as ton message moyenne des prix des modèles Porsche ainsi que la moyenne des prix des modèles Porsche, c'est-à-dire 56. Encore une utilisation possible pour ton script Python, obtenir un modèle basé sur son index. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler modèle par index. Cette variable va stocker le modèle situé à cet index, à l'index que tu auras choisi. Pour cela, tu vas utiliser la fonction getModel_by_index et en paramètre de cette fonction, tu vas écrire l'index pour lequel tu souhaites récupérer le modèle. Par exemple, l'index 2. Ensuite, pour afficher ton résultat, comme d'habitude, tu vas utiliser la fonction print. En paramètre de la fonction, n'oublie pas d'utiliser ta f-string. Entre guillemets double, tu vas écrire ton message. Par exemple, modèle Porsche à l'index 2. Et entre accolades, tu vas écrire le nom de ta variable modèle par index. Et tu peux ensuite exécuter ton script pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu, tu as bien ton message ainsi que le nom du modèle qui se trouve à l'index 2, c'est-à-dire Panamera. Mais attention, la liste qui est utilisée est la liste des modèles de Porsche mélangés, pas la liste initiale. Parce qu'à chaque exécution de notre code, la troisième action du script est exécutée et celle-ci mélange la liste initiale. Donc elle devient par définition la nouvelle liste de Porsche. Et la Panamera se trouve bien à l'index 2 de la liste des modèles Porsche mélangés. Bravo à toi, tu es arrivé à la fin de ce tutoriel. Je te félicite, tu as maintenant une bonne compréhension des bases du langage Java. Ce n'est que le début de ton voyage vers les notions avancées du langage. Python est un langage très polyvalent et tu pourras l'utiliser dans des domaines variés comme l'analyse de données, le développement web, l'automatisation de tâches, l'intelligence artificielle ou le développement de jeux par exemple. Pour t'améliorer et devenir un bon développeur Python, il faudra pratiquer régulièrement, faire des erreurs et recommencer. N'hésite pas à consulter la documentation officielle de Python, tu y trouveras toutes les réponses à tes questions. Et bien sûr, n'hésite pas à liker et t'abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Tes commentaires, même négatifs, peuvent m'aider à améliorer mon contenu. Tu peux aussi la partager à d'autres personnes intéressées par la programmation. Sur ce, je te dis à bientôt, porte-toi bien.